Le parc zoologique de Paris, comme vous le savez, a rouvert ses portes le 12 avril de cette année, après une période de fermeture assez longue, puisque vous vous souviendrez qu'il a fermé en novembre 2008 pour des questions essentiellement de dégradation de ses infrastructures qui ont conduit à un droit de retrait de la part des personnels, puis ensuite à une fermeture du site. S'est posé ensuite un petit moment la question de sa réouverture ou pas. Et après plusieurs discussions du muséum avec ses tutelles ministérielles et avec également la ville de Paris, décision a été prise de rouvrir le parc et donc de mener un vrai projet de rénovation intégrale de l'ensemble du site. Donc c'est ce projet que nous allons vous présenter aujourd'hui à travers effectivement 3 axes. Le premier, c'est effectivement le projet en tant que tel et le concept même du parc zoologique. Le deuxième axe, c'est la partie animalière du parc, évidemment. Et puis le troisième, c'est effectivement tout ce qui a été mis en place en matière de médiation pédagogique et culturelle pour l'accueil des visiteurs. Alors ce parc zoologique, vous le savez, avait ouvert en 1934, après un parc éphémère en 1931. C'est un parc du Muséum national d'histoire naturelle et à ce titre, il a des spécificités qu'il convenait de reprendre dans le projet de rénovation. Alors, quels étaient les postulats de départ pour l'ouverture de ce parc ? Le premier, c'était effectivement de concevoir un zoo contemporain, avec ce qu'il fait de mieux de par le monde et même en allant plus loin que ce qui préexistait au départ avant sa rénovation, mais surtout d'en faire un zoo national et de garder ce caractère national et donc d'exemplarité aussi en tout cas pour la France. Il était essentiel également de faire avec le côté patrimonial du parc, puisque il y a, vous le savez sans doute, un lien affectif extrêmement fort des Français, des visiteurs de ce zoo de Vincennes. Et il était essentiel de garder aussi ce caractère patrimonial et donc de garder un peu l'esprit du parc de 34. Bien évidemment, pour le muséum, il était essentiel de faire de ce parc un outil de sensibilisation à la biodiversité, un outil de reconnexion des citoyens avec la nature et donc de retrouver aussi ce qui fait le propre du muséum, c'est-à-dire de renouer avec la culture naturaliste. Donc ça, c'était vraiment un des critères également essentiels qui devait prévaloir à la réouverture et au projet du parc zoologique. Et puis bien sûr, il fallait absolument que ce parc s'inscrive dans les missions mêmes du Muséum national d'histoire naturelle et par conséquent soit également un lieu de science, de conservation, de diffusion des connaissances, de recherche et d'expertise et à terme également, on l'espère rapidement, d'enseignement. Donc c'était vraiment ces postulats-là qui ont prévalu à l'ensemble de l'écriture du projet. Alors là, vous avez une image effectivement de la parcelle, puisque, vous le savez, le site est inclus dans le bois de Vincennes sur une parcelle d'à peu près 15 hectares, un petit peu moins, une parcelle triangulaire qui est cernée de voies de circulation. Et il n'était pas question, évidemment, mais la question s'est posée, cela dit, très préalablement à la rénovation, d'étendre ou pas la parcelle du site. Ce n'était pas possible, donc il a fallu faire avec cette parcelle triangulaire, avec également le Grand Rocher qu'il avait été convenu de conserver puisque rénové en 97 et puisque réserve d'eau pour l'ensemble du site, réserve d'eau de forage, et donc de faire avec cette parcelle. Vous avez donc là une première vue, une autre vue architecturale de l'ensemble du site. Donc les principes fondamentaux et fondateurs, c'est en premier lieu l'immersion des visiteurs. Un des concepts clés était de partir du principe que dès les premières portes franchies du parc, dès l'entrée du parc zoologique, il fallait effectivement rompre avec toute urbanité, et donc perdre le sentiment de la ville environnante et se retrouver ainsi immergé dans la nature. Donc l'espace paysager lui-même était extrêmement important pour avoir cette rupture avec l'urbanité, et puis ensuite pour pouvoir réévoquer les 5 zones biogéographiques qui avaient été décidées de concevoir et les milieux naturels qu'il avait été décidé d'évoquer. Puisque tout le site est basé sur cette idée d'une promenade et d'un voyage au sein des milieux naturels, ou en tout cas de l'évocation des milieux naturels des animaux.
Donc ça passe effectivement par un travail paysager qui vous a été présenté lors de la conférence de la semaine dernière, mais ça passe aussi par un travail architectural qui a visé à masquer le plus possible les bâtiments, en reprenant en ça également ce qui existait déjà dans le ZO de 34, mais en le diversifiant, puisque désormais les bâtiments seront masqués à la fois par du faux rocher, bien entendu, mais aussi par ce qu'on appelle des façades filtres, qui peuvent être, le cas échéant, en bois ou bien en végétation. Et puis, également, a été choisi de garder ce qui faisait une des spécificités aussi du ZO de 34, c'est-à-dire de supprimer le plus possible les barrières visuelles entre l'animal et le visiteur, comme c'était le cas avec les jeux de fossés précédemment. Donc vous avez ici une vue architecturale de l'entrée, où on voit que dès cette entrée qui est extrêmement arborée, pour ceux qui la connaissent, de la place des Marronniers, on retrouve une continuité avec cette place des Marronniers à travers une treille métallique végétalisée qui a été conçue pour masquer l'ensemble des bâtiments et des services d'entrée et donner tout de suite cette impression d'immersion totale et de rupture avec l'urbanité qu'on vient de quitter quand on vient de Paris et de la sortie métro-tramway. Donc la vue, ça c'est un exemple également du travail qui a été fait sur les enveloppes architecturales, où vous voyez qu'on retrouve ces trois types d'enveloppes des bâtiments, le faux rocher en haut, les façades filtres en bois, en grumes de bois, et puis les filets végétaux. Vous avez là également une vue de ça, qui sont des vues architecturales, et puis juste après, effectivement, les vues maintenant en photo de ces réalisations, et vous pouvez voir que c'est effectivement très proche, puisque vous avez en haut la façade filtre qui masque le bâtiment des girafes et les loges intérieures des girafes avec le pré-parc, et puis en bas un exemple de loge également animalière en faux rocher. Le deuxième principe qu'Alexis vous détaillera, c'est évidemment de mettre l'animal au cœur du dispositif, puisque c'est évidemment un parc zoologique, mais bien au-delà de ça, il y avait véritablement au sein du muséum la volonté d'affirmer que les animaux ne sont plus simplement des objets qu'on vient voir et découvrir, et il n'y a plus cette notion de spectacle ou d'exhibition, en tout cas, des animaux, mais il y avait véritablement la volonté de se servir de l'animal pour passer un discours sur la biodiversité, la préservation de l'environnement. Et donc, les animaux ont été... le concept a été construit autour de l'animal comme ambassadeur de son milieu, des problématiques de son milieu et de la nécessité de tout mettre en œuvre pour préserver le milieu, avec l'idée de créer une prise de conscience grâce à l'animal pour les visiteurs sur le rôle qu'ils peuvent jouer eux-mêmes à leur échelle dans la préservation de la biodiversité. D'où cette présentation géographique en 5 biozones qui rompt avec les présentations taxonomiques qu'on pouvait avoir précédemment, où on avait effectivement tous les ours ensemble, tous les fauves ensemble, etc. Là, il y a vraiment une rupture et c'est vraiment une présentation géographique. Et dans cette présentation géographique par origine, on a une présentation par milieu pour vraiment être au plus proche de la réalité et donner la meilleure connaissance possible aux visiteurs des problématiques d'un milieu ou d'un animal toujours dans son environnement. Si bien qu'à chaque fois que ça a été possible, on a également travaillé à présenter les animaux en mixité, donc dans des enclos multispécifiques avec plusieurs espèces dans le même enclos. Et quand c'est pas possible, à travailler sur un jeu de relief ou de perspective qui permettait d'avoir visuellement, en tout cas, l'impression que les animaux partageaient le même espace. Et ça également dans un souci d'être au plus proche et d'avoir une évocation au plus près de la réalité des milieux d'origine des animaux. Et puis bien sûr, l'animal au cœur du dispositif, ça signifie également que toutes les installations ont été conçues à partir des besoins des animaux et des besoins en captivité des animaux, donc avec un certain nombre d'innovations zootechniques et de dispositions d'enclos et dispositifs aménagement à l'intérieur même des enclos ou des loges intérieures qui vont respecter ce bien-être animal, mais je ne rentre pas dans le détail puisque ce sera fait dans la seconde partie de cette conférence. Vous avez donc là une vue effectivement de l'ensemble du parcours, qui est un plan qu'on retrouve en termes de dispositifs de médiation, avec donc une entrée et une sortie unique qui est en bas à gauche, et puis un parcours
à travers ces 5 biozones, donc qui commencent en bas par le bleu, la Patagonie, puis la biozone Sahel-Soudan, enfin l'Europe autour du Grand Rocher, Guyane-Amazonie et pour terminer Madagascar. Ce parcours, on va le voir ensuite, fait 4 km avec un parcours principal de 3 km environ et puis des parcours secondaires qui permettent soit d'avoir des points de vue un petit peu différenciés sur les animaux et sur les enclos, soit sinon d'approfondir sa visite ou de découvrir une partie des coulisses comme la clinique vétérinaire ou bien une vue sur une partie des cuisines dans la Grande Serre. Donc les autres principes fondateurs, c'est ceux qui étaient basés autour du visiteur. Comment accueillir le visiteur au sein du parc? Donc effectivement, il ne fallait pas nier le caractère récréatif et divertissant que représente un zoo encore aujourd'hui. Mais il fallait également en faire un zoo pour tout le monde, un zoo pour les familles, donc avec ce parcours de 4 km, mais aussi un certain nombre d'espaces de détente et de services. Donc espaces de détente qui peuvent être des aires de pique-nique par exemple, ou un espace de jeu pour les enfants, mais aussi des espaces de services comme des espaces de restauration, que ce soit des restaurants assis ou bien simplement des kiosques de vente à emporter, une boutique bien évidemment pour permettre à chacun de repartir avec un souvenir de sa visite. Et puis, on a souhaité en faire un site moderne en matière d'accessibilité, un site accessible à tous, notamment en matière de handicap et d'accueil des personnes en situation de handicap. Et donc, l'ensemble du parcours de visite lui-même est évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui permet évidemment d'offrir un très grand confort de visite aux familles qui viennent avec des poussettes. Mais nous sommes allés au-delà de ça, puisque dès l'entrée et dès les caisses, plusieurs dispositifs existent pour accueillir les personnes mal ou non entendantes, mal ou non voyantes, et ainsi que les visiteurs en situation de handicap mental. Ça se traduit également dans les dispositifs de médiation, puisque à côté des panneaux, pareil, dont Elisabeth vous parlera, nous avons des dispositifs d'audio guide ou bien de visite guidée qui permettent d'accueillir tout type de visiteurs en situation de handicap et également visiteurs en langues étrangères. Et donc, nous avons effectivement une labellisation qui est en cours sur les 4 types de handicap auprès de la région, sur un label tourisme et handicap, avec une démarche également qui est engagée sur un autre label qui s'appelle le label qualité accueil tourisme, également auprès de la région, pour justement offrir le plus grand taux de service aux visiteurs qu'on va retrouver dans du prêt de fauteuils roulants également, ou de la location de poussettes, ou des espaces dédiés aux enfants. Et enfin, et là c'est pareil, je ne rentrerai pas dans le détail puisque Elisabeth va le faire, il était extrêmement important dans cette visite d'offrir un certain nombre de services aussi autour pour en faire une expérience sensible, voire multisensorielle, et puis une expérience éducative avec effectivement l'idée que à travers la visite qui peut parfois être déclenchée juste par une volonté récréative, de faire en sorte que chaque visiteur ressorte avec un message et en ayant appris quelque chose de sa visite, et si possible, bien sûr, appris quelque chose pour lui permettre de prendre conscience de la nécessité de préserver la biodiversité. Donc ça passe par des dispositifs qui font appel à l'ensemble des sens, visuels évidemment, mais aussi auditifs, et voire d'autres types de visites qui peuvent développer l'ensemble des sens, et visites en famille et pour les scolaires également. Dans la conception architecturale et dans le projet final, on a 5 grands espaces, 5 éléments phares que vous avez pu découvrir. Donc cette entrée effectivement végétalisée qui tout de suite donne le ton de la visite. Le Grand Rocher qui à la fois est l'emblème du parc et qu'on a repris, vous l'avez vu sur le premier slide, qui est repris dans le logo du site et qui est vraiment le marqueur du zoo de 1934 et vraiment le marqueur patrimonial du site. Il abrite non seulement les réserves en eau de forage, mais il abrite désormais aussi un vivarium Europe et des salles d'élevage reptiles et amphibiens qui n'existaient pas précédemment. En autre espace de visite vraiment novateur que le zoo propose désormais, c'est une grande volière qui est une volière pénétrante de 2000 m², qui permet vraiment aux visiteurs de traverser un plan d'eau sur une passerelle en bois et d'être autour et
parmi une trentaine d'espèces d'oiseaux en vol libre. La cerf, évidemment, qui est vraiment un élément phare extrêmement fort dans la visite et qui vient conclure la visite, qui est un espace de 4000 m² de forêt tropicale, à la fois pour deux tiers Guyane, Amazonie, et pour un tiers Madagascar, dans laquelle se trouvent des primates, reptiles et amphibiens, mais également des oiseaux en vol libre, avec vraiment l'idée de recréer une ambiance et vraiment d'une immersion totale des visiteurs dans cet espace. Et puis, effectivement, un autre élément également important qui est la maison des girafes, puisque vous savez que ce troupeau de girafes est lui aussi emblématique du zoo de Vincennes. Et donc, il était important que les visiteurs puissent profiter d'elles, alors au beau jour dans leur espace extérieur, mais également sur les périodes hivernales, en offrant une installation qui permettait aux visiteurs de les découvrir. Et donc, on peut traverser ainsi la maison des girafes, découvrir leur loge intérieure, mais surtout la découvrir à travers une grande galerie vitrée et en se situant à hauteur de leur tête. Donc voilà, vous avez là maintenant des vues de ces différents éléments phares, avec à la fois la vue architecturale et puis la vue aujourd'hui. Voilà l'entrée. Donc là, évidemment, on voit la treille végétale, pas trop végétalisée, encore que depuis la photo, ça a quand même beaucoup poussé, puisqu'on a des espèces végétales qui maintenant sont montées, je sais pas si, voilà, jusqu'à ce niveau-là. Et elles sont en train progressivement de coloniser la treille horizontale. Et donc, on va avoir comme ça une treille complètement végétalisée à terme. Vous avez ici une vue de la serre depuis les extérieurs Madagascar, avec la même vue, là aussi. Évidemment, c'est un parc en pleine évolution, donc je vous invite à le découvrir maintenant et puis à venir le redécouvrir régulièrement pour voir la végétation évoluer, sachant que depuis l'ouverture, elle a déjà extrêmement changé. Une vue de l'intérieur de la serre avec une vue sur le bassin des Lamentins. Et vous avez sa traduction aujourd'hui, il y a quelques mois déjà, un mois. La plaine Sahel-Soudan, donc une grande plaine centrale avec de très grands jeux de perspective qui permettent de découvrir en mixité girafes, grands koudous et puis quelques oiseaux, avec sa traduction aujourd'hui. Et enfin la volière, la grande volière, avec là aussi sa vue aujourd'hui. Sachant que c'était des vues au tout début de l'ouverture et donc avec une végétation qui n'avait pas encore pris. Donc, quelques chiffres clés pour conclure et laisser la parole à Alexis Lécu. Donc le projet, c'est effectivement 180 espèces animales, 1000 animaux. C'est, vous l'avez vu la dernière fois pour ceux qui étaient présents à la conférence précédente, une revégétalisation extrêmement forte avec 40% de surface arbustive en plus. C'est près de 250 emplois, 100 emplois Muséum national d'histoire naturelle et puis 150 emplois des prestataires qui travaillent sur site aujourd'hui, que ce soit dans la restauration, la boutique, la surveillance ou l'accueil ou encore la médiation. C'est évidemment 2 millions de visiteurs attendus la première année, puis ensuite 1 500 000 en année de croisière, on va dire. C'est plus de 300 000 visiteurs scolaires attendus. Et on est bien parti pour en faire beaucoup plus, je pense. Les travaux en eux-mêmes, c'est une enveloppe de 167 millions d'euros, dont 30 millions d'euros de subventions État et 10 millions de fonds propres muséum, le reste étant remboursé par la redevance, puisque vous savez qu'il s'agit d'un partenariat public-privé. C'est un peu plus de 2 ans et demi de travaux, puisque les travaux de démolition ont commencé en septembre 2011 et se sont achevés avec la mise à disposition finale le 21 février 2014. Voilà pour quelques chiffres clés. Donc, je vais parler plus de la partie animalière, forcément. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est que la meilleure façon de la découvrir, c'est de venir les voir, les animaux. Je vais vous parler de ce que vous ne pourriez pas voir en venant au zoo. Donc, cette photo, je la trouve bien. Je pense que Jean-Luc Berthier, qui est ici présent, même s'il n'a pas connu cette photo, elle est assez impressionnante parce que d'abord, c'était le début du parc. Ensuite, c'est une espèce qui n'existe pas du tout en captivité, plus du tout à l'heure qu'il est. L'éléphant de mer, dont on a été, le zoo de Vincennes a été le seul à avoir cet animal en France. Et maintenant, on n'en trouve plus. Et puis, voilà, c'est un pinnipède de très grande taille. Donc, c'est une époque où la collection du parc zoologique était très, très diversifiée. Il y avait beaucoup de mammifères et d'oiseaux.
Si je vous mets ces photos pour la comparer à celle-ci, c'est parce qu'en fait, ça relève un petit peu du même défi, c'est-à-dire de se dire on va trouver une espèce qu'on ne voit pas souvent, qui nécessite des gros moyens pour la faire venir, pour la conserver et pour la présenter au public. Alors évidemment, avec le changement d'échelle de 34, où on se disait on va mettre beaucoup d'eau et puis on va prendre une grosse caisse et on va y arriver. Mais en fait, voilà, entre ces deux images-là, il y a à peu près ce qui est paradoxal, à peu près le même nombre d'espèces animales au parc zoologique. Seulement, la répartition était très différente, c'est-à-dire qu'on avait environ 200 espèces d'animaux présentés à l'époque où il y avait l'éléphant de mer. Et maintenant, on en a 180, sauf qu'en fait, à l'époque, c'était quasiment 200 mammifères, ou un petit peu moins, et puis quelques oiseaux. Maintenant, on est à l'image de la biodiversité. Je ne vous ai pas mis des graphes, etc. Mais grosso modo, on a une cinquantaine de reptiles, d'amphibiens. On a un petit peu moins de 45 mammifères, 70 espèces d'oiseaux, parce qu'en fait, on a les capacités pour pouvoir les faire voler dans les deux grands sites que sont la Grande Serre et la Grande Volière. Et puis des invertébrés, et puis des poissons. Voilà, chose qui n'existait pas dans l'ancien zoo. Donc c'est une grande différence, même si par le passé, il y a eu beaucoup plus d'espèces, beaucoup plus d'individus, avec beaucoup moins de place aussi, il faut le dire, parce que la collection était très très variée et que les animaux avaient une durée de vie qui était peut-être un petit peu moins longue aussi. Alors comment est-ce qu'on arrive à choisir les espèces qu'on va mettre dans un nouveau zoo ? Et en particulier dans ce parc zoologique de Paris, la méthode pour choisir ces espèces, d'abord, ce qu'on appelle le plan de collection animale, qui n'est pas un terme très heureux pour le public parce que c'est pas une collection, mais ça nous donne une direction en fait, de savoir où on va, pourquoi est-ce qu'on prend telle espèce, qu'est-ce que ça deviendra dans le futur. Donc en fait, il y a plusieurs étapes qui ont été franchies. Ça a commencé dès les années 2005, même avant, parce que des projets, il y en a eu beaucoup. On a la chance d'avoir connu celui qui a fonctionné. Donc d'abord, il y a eu on a demandé au personnel du parc zoologique, ce qui n'est pas plus mal, de savoir un peu ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils voyaient pour le futur de ce zoo. Ensuite, donc, on est un parc du muséum, donc il était intéressant d'inscrire ça dans des thématiques et des recherches, qu'elles soient végétales, minérales, de milieux, d'écosystèmes ou même des animaux, savoir ce que le muséum faisait, ce qu'il avait comme richesse et sur quoi il se focalisait. Et puis, ont été aussi sollicités les milieux associatifs, Ligue de protection des oiseaux, certaines associations de protection animale, certains centres de recherche ou centres de réhabilitation, pour avoir un peu un avis généralisé, puisqu'on est un établissement public. De ça est sorti beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a eu un stade où on était quasiment un zoo que africain. Et puis après, il y a des consensus qui se font entre les personnes. Après, si on choisit des espèces, c'est aussi parce que, comme l'a montré Sophie Ferreira, on veut présenter des écosystèmes, des biozones. Donc il a fallu choisir lesquels on allait présenter, sachant qu'on n'avait que 14 hectares et qu'il était difficile de tout mettre. On ne pouvait pas mettre la planète entière, ou alors ça aurait réduit énormément les espaces. Et ça n'aurait pas été compatible ni avec le bien-être animal, ni avec les souhaits des paysagistes et des architectes de faire des choses avec des perspectives. Donc du coup, les écosystèmes menacés, il y en a une liste malheureusement qui est assez importante. À ça s'ajoute ce qu'on appelle les endroits sur la planète où on a des grands enjeux de biodiversité, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'espèces très très différentes dans des petits endroits qui sont eux aussi menacés, parce que s'il se passe une catastrophe naturelle ou anthropique, c'est-à-dire liée à l'homme, cette biodiversité disparaîtra. Donc ça, c'était une autre liste. Et puis, encore une fois, il y a des sites où le muséum est implanté, ex situ, où il fait des recherches, où il y a des actions qui sont menées par les gens de la maison. Et en croisant tous ces endroits, on est arrivé à cette liste de biozones. Donc ensuite, on a croisé les souhaits du personnel, les souhaits des biozones, les animaux qui sont présents sur ces endroits de la planète. Et puis, il restait un dernier filtre, qui est aussi celui d'avoir une attractivité auprès du public. On ne peut pas faire un zoo qu'avec des phasmes sur 14 hectares. Je pense que vous êtes d'accord avec moi.
même s'il y en a qui seraient très contents. Mais, donc il a fallu aussi tenir compte de ça, parce qu'il faut faire venir les gens, il faut les attirer avec des espèces phares pour qu'ils puissent en découvrir d'autres. La compatibilité zootechnique avec nos installations, c'est-à-dire que voilà, c'est le cas des ours. On savait que si on avait voulu des ours, si l'ours avait été cité, puisqu'on a la biozone Europe, donc il aurait fallu qu'on considère 1 hectare, enfin qu'on consacre 1 hectare, voire plus, à juste une espèce qui est l'ours brun. Donc du coup, ça a amputé d'autant les autres. Donc ensuite, la compatibilité zootechnique entre les espèces, puisqu'on est passé d'un stade où on faisait des présentations uniques, monospécifiques, à des présentations mixtes, où on mélange les espèces sur un même enclos. Donc ça aussi, ça limite, parce que vous pouvez, par exemple, pas mettre vraiment un prédateur avec sa proie. Ça ne dure pas très longtemps. Et enfin, la conservation ex situ, savoir est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des actions menées ex situ, et est-ce que la conservation in situ peut bénéficier de ce qu'on va faire au parc zoologique. Voilà, ça refait une autre liste, ça refait un autre score par animaux, par espèce. Et de ça, donc, naît ce plan de collection, sur lequel, après, il y a malheureusement des impacts qui sont, la législation qui vous dit, par exemple, vous ne pouvez pas le faire venir parce que c'est pas possible. Voilà, l'importation de cette espèce n'est pas possible. Voilà, c'est pour des raisons sanitaires, pour des raisons diverses et variées. L'économie du projet, c'est vrai qu'il y a eu un temps au début du projet où c'était assez fastueux sur certains enclos et on pouvait se permettre de mettre beaucoup d'espèces, et puis après il a fallu se rendre compte qu'un sou était un sou et que voilà, il fallait... Et puis ensuite, vous avez en particulier la disponibilité de ces espèces, c'est-à-dire qu'elles viennent de parcs zoologiques, par l'intermédiaire de l'EASA, par l'intermédiaire des plans d'élevage, qui, eux, travaillent pour monter des populations viables. Et par exemple, si on veut, à l'heure actuelle, avoir un tamanoir, on est sur une liste d'attente, parce qu'il y a d'autres parcs qui veulent aussi des tamanoirs, et qu'il y a une reproduction qui se fait, et que on s'est inscrit, par exemple, dans cette liste très tôt, avant même que le zoo commence à être construit. Donc voilà, et ces 3 points-là, ces 3 impacts-là sont ceux qui emmènent un peu, on va dire, de la flottabilité et les problèmes dans votre beau plan de collection qui va très bien sur le papier. On a des espèces encore qu'on n'a pas trouvées, qui effectivement sont très intéressantes parce que biologiquement il y a quelque chose à expliquer, parce qu'il y a des enjeux de conservation, mais on n'a pas pu pour l'instant les présenter. Mais voilà, c'est pas à l'instant T, un plan de collection ça évolue dans le temps. Il y a des espèces, des enclos mixtes qui ne fonctionnent pas tout de suite ou qui fonctionnent par petites touches. Alors, le départ des animaux, parce que c'est une question qui est souvent posée, comment s'est passé le départ, que sont-ils devenus, etc. Il faut savoir que ça a débuté assez tôt, dès qu'on a commencé à avoir quelques problèmes. Il y a des zones du parc qui ont fermé. On a fait partir les animaux, les fauves par exemple, puis suivi un peu plus tard des éléphants. Ça nous a fait beaucoup de voyages, beaucoup de transferts dans environ un peu plus de 70 parcs zoologiques à travers le monde, puisque c'était pas que l'Europe, il y a eu aussi l'Algérie, l'Afrique du Sud, les États-Unis. De ces animaux, peu sont revenus en fait. Un, pour des questions de longévité, c'est-à-dire que quand vous faites partir un animal 10 ans, que sa longévité elle est de 8, il ne revient pas. Ensuite, parce que le plan de collection du zoo d'avant est très différent du nouveau, donc forcément il y a des espèces qui ne revenaient pas, notamment toutes les espèces asiatiques. Maintenant, c'est pas parce qu'ils sont pas revenus qu'on les a laissés tomber. Un exemple, c'est celui de... Je sais pas si ça va marcher ça. Là, vous avez le départ des éléphants, qui a été une grosse étape marquante pour le personnel et pour le public. Kaveri, Nina, enfin le groupe d'éléphants de l'Asie. Qu'on a continué à suivre. Ça, c'est le petit dernier de Nina, qui s'appelle Tom, qui est né il y a à peine un mois. Et c'est une belle histoire parce qu'en fait, Nina, si vous avez suivi un peu, elle a eu 2 petits depuis qu'elle est partie. Une petite femelle qui s'appelle Jade, qu'on avait suivie par échographie. Nous, on s'était déplacés pour aller suivre la gestation. Ensuite, elle a fait une gestation avec un petit momifié dans l'utérus, ce qui était très mauvais pronostic.
Et dans l'autre corne de l'utérus s'est développé le petit homme qui est né. Donc, comme quoi, il y a des fois où les choses se passent bien. Et donc voilà, donc on les suit, on est en contact avec les confrères qui ont les animaux qu'on leur a confiés. Donc c'est pas parce qu'ils sont pas revenus qu'on les suit pas. Et puis il y a ceux qui sont revenus, comme les babouins que vous voyez sur cette image, qui là sont une partie du groupe initial, qui était placé à Édimbourg et qui est revenu en début d'année. Alors justement, ces retours d'animaux, ça représente plus d'une centaine de transferts, encore plus que ça, avec surtout dans les 10 derniers mois de la livraison du parc, tout simplement parce qu'avant, c'était pas possible, il n'y avait pas de bâtiment pour les accueillir, ni d'enclos. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis, c'était un challenge parce qu'il y avait beaucoup de contraintes différentes. Les contraintes sanitaires, c'est-à-dire que quand vous importez un animal, vous avez à répondre à certaines normes et certains dépistages de maladies, ce qui est normal, à faire des quarantaines parfois. Le transport lui-même, qui, si je prends l'exemple de l'araignée qui est ici, là, tout en bas, n'est pas forcément un enjeu parce que vous la mettez dans une boîte dans laquelle elle peut rester très très longtemps du moment qu'il ne fait pas trop froid, jusqu'à ce lamantin qui est un transport très risqué puisque là, lui, il souffre d'aucun écart de température pendant son transport et que quand il arrive, il faut soulever une caisse qui fait 3 tonnes au-dessus d'une vitre avec de l'eau, ce qui peut procurer certaines sensations au personnel. Voilà, logistiquement c'était aussi parfois compliqué parce qu'il y avait des calendriers à croiser, parce que parfois ça va pas comme on veut, le camion il marche pas, le truc est pas disponible. Les saisons, on peut pas faire voyager certaines espèces quand il fait froid, notamment les oiseaux par exemple. Et puis l'influence des autres parcs qui ont aussi leur vie, c'est-à-dire que ces animaux viennent d'autres zoos dans lesquels ils ont des reproductions, des enclos à refaire. Donc des fois ils vous disent il faut que vous veniez le prendre tout de suite, ou alors vous le prendrez dans 3 mois parce qu'on n'est pas prêt. Et tout ça se met pas forcément au pas du parc zoologique de Paris. Donc malgré tout, on a quand même eu un soutien assez impressionnant de l'ensemble de la profession là-dessus. Alors voilà une des arrivées. Ça, c'était l'arrivée des otaries, qui sont arrivées toutes les 4, un groupe déjà formé. Avec, vous voyez la soigneuse qui est ici. C'est important dans ce type de transfert, c'est de garder un lien. Ces animaux qui sont extrêmement reliés à leurs soigneurs, parce qu'ils sont entraînés notamment. Donc avec les otaries vient la soigneuse du parc de Valence en l'occurrence, pour donner la main, passer le flambeau à l'équipe des soigneurs du parc zoologique, pour arriver après, un petit peu plus tard, à ce résultat des animaux visibles en vision sous-marine. Là, pareil, vous voyez le transfert d'Aramis qui n'est pas de très loin, il faut le dire, mais qui nécessite quand même un petit peu de monde pour porter la caisse. Là, par contre, des notions de sécurité très importantes. Et là, c'était sa place favorite. Derrière un rocher, ça s'est amélioré. Ça, c'est une photo de cet après-midi, donc c'est pas de la publicité mensongère. Avec sa cascade. Alors, Aramis bénéficie d'un rocher chauffant qui n'est pas celui-ci, qui est un peu plus loin. Mais il commence à les faire un peu tous. Alors, les principes animaliers, c'est celui de l'immersion, ce qui a été cité par Sophie Ferreira, l'immersion pour le public, l'immersion pour l'animal. C'est-à-dire que ça ne marche pas si l'animal lui-même n'est pas immergé dans son environnement. Ce qui passe d'abord par la végétalisation. Alors là, évidemment, les animaliers, le vétérinaire, c'est l'ennemi numéro 1 du paysagiste. Mais on a réussi à s'entendre quand même. Je mets cette image de la serre parce que il y a un contentieux philodendron qui a été assez long. Pour remplir une serre, c'est bien le philodendron apparemment. Mais il n'y en a pas dans la serre chez nous. Non, le problème, c'est que vous avez des animaux qui sont en liberté avec le végétal. C'était l'idée, c'était pas de mettre le végétal dans un côté qui soit pas accessible, c'était vraiment de recréer cette interaction. Donc du coup, on est obligé de prendre en compte un paramètre qui s'appelle la toxicité. Et ça, c'est quelque chose, en général, ce qui est très joli est toxique. et donc... ça nous a permis de faire un choix avec les équipes du muséum, avec les équipes des paysagistes, pour trouver un plan de collection végétale qui coïncide avec une utilisation par les animaux quand même un petit peu.
aux grandes dames parfois des paysagistes, mais qui s'en servent pour faire des nids, qui s'en servent pour se faire des cachettes, qui en mangent des fois, qui mangent les fruits. Voilà, tout ça existe dans la serre, c'est ce qu'on voulait, mais pas trop. Voilà, c'est là où il faut juger, et puis surtout pas du toxique, c'est-à-dire que quand vous avez une serre grande comme ça, vous pouvez avoir un oiseau qui va transporter une graine d'un enclos à l'autre. Donc ce qui est pas toxique pour une espèce d'oiseau va le devenir potentiellement pour une espèce de reptile ou de mammifère qui est un petit peu plus loin. Donc il faut tenir compte de ça. Et puis les angles et les points de vision, quelque chose d'important, parce que c'est de là que vient cette idée d'immersion, c'est qu'on laisse des endroits où l'animal n'est pas visible, où il ne se sent pas tout le temps sous le regard du public. Et ça, c'est zootechniquement très important, puisque c'est des recommandations même de certains plans d'élevage. Quand vous faites un enclos à loups, quand vous faites un enclos à beaucoup de carnivores, on vous demande qu'au moins 2 côtés soient libres pour que l'animal n'ait pas l'idée de se faire encercler, ce qui est très désagréable pour la plupart des animaux, y compris les proies. Donc ça, c'est quelque chose qui a été respecté dans ce projet. Et de là découle le fait de pouvoir favoriser les comportements naturels. Vous voyez ce comportement du propithèque qui prend le soleil. Il y a beaucoup de lémuriens qui ont cette attitude-là, qui est une attitude de thermorégulation. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de ça pour bien réguler leur température, parce qu'ils sont un petit peu bas en métabolisme. Donc que ce soit les katas qui sont au bord de l'île, aux eaux, ou le propithèque, des endroits sont présents dans le parc pour faire ça. Développement spatial, bon, c'est l'idée d'avoir des enclos où les oiseaux peuvent voler, donc ça c'était le plus important. Je mets cette image-là parce que on a l'impression que le paresseux est sur la liane, et je crois que c'est la seule fois que je l'aurais vu sur une liane depuis qu'il est là, puisqu'en fait il est tout le temps sur la structure métallique. Mais au moins, par contre, il fait son comportement normal de brachiation, et c'est vrai qu'il fait plusieurs kilomètres par jour, malgré tout paresseux qu'il est. Et puis, voilà, vous avez un autre comportement. Là, ça, c'est intéressant, cette photo, parce que vous avez à la fois 2 comportements. Un comportement d'exploration sur l'eau. Les loups, les canidés en général, aiment beaucoup l'eau. Donc, on leur met des truites vivantes, ça nous permet de faire de l'enrichissement. Et puis, ils ont eu un comportement exploratoire dans le bassin assez rapidement. Et en même temps, vous avez une interaction dominance-dominée entre les animaux eux-mêmes. Voilà, donc ça résume un peu ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il y a une interaction intraspécifique et puis une interaction avec l'environnement. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, le bassin peut être un endroit pour se réfugier. Vous avez des grottes, vous avez des endroits qui sont en hauteur, des points d'altitude, d'altimétrie différentes avec les rochers. Tout ça, c'est ce qu'on voulait pour un groupe de loups qui a besoin d'exploiter tout ce panel pour avoir un comportement normal et proche du comportement naturel. L'acclimatation de ces animaux, c'est de nombreuses étapes successives, dont certaines sont encore en train de se dérouler. D'abord, il arrive dans une nouvelle loge parce qu'il vient d'un autre parc, donc il s'habitue à sa loge. Ensuite, il s'habitue à son pré-parc quand il en a un, puis à son enclos. Donc c'est des unités volumétriques qui s'agrandissent, mais dans lesquelles à chaque fois l'animal peut revenir en arrière parce qu'il se sent plus en sécurité sur la première, qui est sa loge. C'est ça le but. Il s'habitue au soigneur, parce que le soigneur il parle différemment, dans une langue différente. Donc le soigneur doit s'habituer aussi à lui, ça c'est important. Et puis à ses congénères, c'est là qu'on va faire les mises en contact, etc. Et aux autres espèces qu'on va lui mettre avec, qu'il n'avait pas l'habitude. Donc ça fait beaucoup d'étapes qu'il ne faut pas griller. Parfois certaines ne sont pas réversibles, donc si on les rate. Donc c'est des étapes qui étaient importantes. Vous avez cette image-là des deux haras. Ça aussi, c'est une belle réussite parce qu'en fait, un des 2 haras était un don d'un particulier, la femelle. Et cette femelle, en fait, elle n'avait jamais vu de haras de sa vie. Elle était avec un cacatoès. Donc elle pensait que la vie normale, c'était les humains et les cacatoès. Elle ne vole pas parce qu'elle était dans une petite cage, donc elle a les muscles des ailes et les muscles pectoraux qui sont atrophiés. Et donc, c'était pas du tout gagné qu'elle se mette en couple avec un hara qui venait d'ailleurs de la ménagerie, donc qui lui a une attitude normale et qui voulait absolument aller la voir. Donc, ça a été fait en 2 temps. La première fois, ça a été un échec cuisant. Elle a eu peur, elle est partie, elle allait se cacher, elle mangeait plus. Et puis, on l'a fait progressivement et on arrive à avoir cette présentation d'un couple qui maintenant est bien constitué, puisqu'ils se donnent même à manger l'un à l'autre. Une autre acclimatation qui est pas facile, c'est celle des girafes. Vous voyez ici un bon exemple de ce que c'est qu'une girafe. C'est-à-dire que là, vous avez une ombre projetée d'un abri au sol, et tous les animaux sont en périphérie pour surtout pas marcher sur l'ombre projetée, parce que ça doit être super dangereux.
Bon, maintenant, ça va mieux, hein, mais... Voilà, donc on arrive après à cette étape-là, une fois que tout le monde s'est rassuré, qu'ils ont vu que les soigneurs ne disparaissaient pas quand ils passaient sous l'ombre, que le congénère... voilà. On est aidé par les jeunes girafons dans ces cas-là. Ensuite, vous avez la mise en contact avec d'autres espèces. C'est-à-dire que là, la girafe explore son environnement, mais elle est seule. Ensuite, on lui met à côté, dans le pré-parc d'à côté. L'intérêt des pré-parcs, il est là. Chacun a son territoire. Donc, on a les girafes et les koudous qui ont déjà fait connaissance dans le zoo d'avant. Les girafes les voient par-dessus, donc elles commencent à s'habituer. Et puis après, on les met ensemble. Voilà. C'est les étapes qui aboutissent à ce que vous voyez. Une autre étape aussi qu'on a fait, qui elle relève plus de la sécurité, c'est une fois que vous relâchez la première fois un lion dans un enclos, bah vous avez une arme pour l'endormir par anesthésie, et une arme à feu. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Vous en avez heureusement quelques idées parce que vous avez un peu travaillé des années dessus. Mais il est quand même important d'avoir... et ça se fait bien sûr quand il n'y a pas de public. Et donc après, on arrive après de nombreuses étapes à ça. C'est-à-dire que vous avez le mâle et puis les femelles qui ne connaissaient pas. Et puis un petit rapprochement... et puis un petit peu plus d'intimité. Voilà. La gestion quotidienne, elle est facilitée et pour les animaux et pour les soigneurs par ces innovations technologiques. Là, vous en avez un exemple. Alors oui, d'ailleurs, ça ne correspond pas du tout à l'image. La plupart des paramètres zootechniques qui sont importants pour nous, c'est-à-dire que les animaux aient la bonne température, la bonne humidité, etc., sont réglés par un ordinateur, enfin sont supervisés par un ordinateur, ce qui nous permet d'avoir un accès à distance et de pouvoir relever comment se passent les évolutions, les fluctuations de la température de l'eau, de pas mal d'enclos, ce qui est très appréciable et ce qui est une évolution technologique mais qui a un impact réel sur les animaux, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être avec notre thermomètre pour vérifier qu'on a un problème dans une partie du zoo. Et puis la gestion, elle est nouvelle parce qu'on a introduit le conditionnement et l'entraînement des espèces, donc chez beaucoup d'espèces, des fois de façon simple, des fois de façon plus constructive, comme vous voyez ici ce sas de contention à la girafe, qui était très important pour nous, qu'on a pu intégrer dans le projet, puisque en fait s'il n'est pas constructivement au milieu, au bon endroit et qu'il n'est pas là tout de suite, ça ne fonctionne pas. Donc là vous avez une vision avec un entraînement d'un soigneur sur une jeune girafe, un jeune girafon. Donc en fait c'est une boîte dans laquelle vous pouvez ouvrir toutes les portes sur les parois, que vous pouvez réduire en espace, dans laquelle vous pouvez peser votre animal et sur laquelle vous avez accès à tous les étages. Donc là, voilà, le girafon apprend que les portes peuvent s'ouvrir, qu'il y a un soigneur. Et puis, petit à petit, voilà, ça c'est la base de l'entraînement, c'est-à-dire qu'on conditionne l'animal, touche une cible et puis il est récompensé. Donc il vient volontairement faire ça, il n'y a rien de coercitif. Voilà, il y a même les autres qui participent. Et puis, ça nous permet d'amener l'animal dans cette boîte, qui n'est pas du tout naturelle pour une girafe de se faire enfermer dans une boîte, bien au contraire. Mais avec ça, on arrive à amener et puis à l'amener dehors. Voilà. Et enfin, au titre des innovations un petit peu technologiques, j'en profite d'ailleurs pour remercier la CECAS, dont il y a des membres ici, pour leur aide sur la clinique vétérinaire et sur le matériel. Puisqu'en fait on a pu avoir un matériel renouvelé, un matériel de pointe qui nous a servi dès tout de suite pour les animaux. Bon là vous voyez pas sur cette image là, mais ça nous permet de détecter des anomalies dentaires ou de façon très fine avec un outil sur lequel on aurait peut-être mis 2-3 mois de plus avant à détecter un problème sur une canine. Et puis, voilà, une échographie, bon, ça va peut-être pas trop vous parler, mais ça, c'est une gestation de girafe, une image qu'on n'aurait pas pu avoir il y a de ça plusieurs années, avec l'ovaire, et puis une corne utérine ici, et en fait, ce que vous voyez là, c'est une ampoule, donc c'est un petit girafon, et ça, c'était, Juba, voilà, qui maintenant est un petit peu plus grande que ça. Là, elle faisait 2 cm. Voilà, mais c'était Voilà, j'ai fini. Merci à vous. Bonjour. Alors, le dernier aspect qu'on va aborder dans cette présentation, ça va être le projet pédagogique du parc zoologique, puisque c'était effectivement un des éléments qui est
complètement intégré dans les parcs zoologiques d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est quand il y a eu les premières réflexions sur est-ce qu'il fallait réouvrir le zoo, ça fait partie des justifications qui l'expliquent parfaitement. Et c'est vraiment une mission qui est complètement intégrée, qui est demandée par les associations qui gèrent les zoos au niveau international, qui est demandée dans la loi également. Mais c'est évidemment pas que parce que c'est dans la loi qu'on le fait, c'est aussi parce que c'est une demande du public et c'est vraiment un élément qui va permettre d'enrichir la visite. Alors, parler pédagogie dans un parc zoologique, évidemment, ça va avoir des gros intérêts puisqu'on va toucher un public énorme. On estime qu'il y a 700 millions de visiteurs dans les parcs zoologiques du monde tous les ans. Vous imaginez donc que ça fait une cible pour un discours sur l'environnement qui est très, très intéressante. On a en plus un message qui touche assez facilement les visiteurs. On parle d'animaux, c'est un petit peu plus facile que de parler de biologie moléculaire, par exemple. Alors, c'est un avantage, c'est aussi un inconvénient, parce qu'il faut passer outre le fait « Ah, c'est mignon, bon, bah voilà, on l'a vu, on s'en va ». Donc, il va falloir arriver à partir de cette attraction pour aller un petit peu plus loin. Il faut aussi se rappeler, comme l'a dit Madame Ferreira, que les gens qui viennent au zoo, ils y viennent dans un cadre de détente. On est souvent classé comme parc zoologique parmi les parcs de loisirs. C'est une réalité dont on a tenu compte. Donc, il faut que l'approche pédagogique reste en même temps ludique et accessible. On est dans un contexte informel, comme dans un musée. On ne vient pas pour apprendre spécifiquement. On n'aura pas une évaluation à la fin qui nous dira « Voilà, vous avez appris ça, c'est très bien, vous avez marqué tant de points ». Non, l'idée, c'est que les visiteurs se promènent, déambulent et récupèrent les informations qu'ils veulent au fur et à mesure de leur visite. On est dans une démarche individuelle, il va y avoir tout un tas de publics différents, on va avoir des nourrissons, on va avoir des adultes, des enfants de tous les âges, de toutes les origines. Les parcs zoologiques ont souvent la réputation d'attirer un public très très varié, et effectivement on le remarque tous les jours dans les allées du zoo. On a des gens qui n'ont jamais vu de girafe, on a des gens qui viennent tous les jours voir les girafes. Donc il faut essayer de s'adresser à tous ces publics différents. Et puis, si on étudie un petit peu la manière dont les visiteurs vont se comporter dans le parc zoologique, il y a des études qui ont été menées qui montrent que finalement, le temps d'observation, c'est une partie infime de la visite. On reste moins d'1 minute devant certains enclos. Alors nous, ça peut nous paraître un peu étonnant parce que voilà, on se dit qu'il y a tellement à voir que moins d'1 minute, c'est insuffisant pour en savoir assez. Mais quand on observe vraiment les visiteurs, on se rend compte qu'ils vont passer un tiers de leur temps à regarder les enclos, à regarder les animaux, à chercher où ils se cachent. Un tiers du temps à discuter entre eux, à aller au restaurant. Les enfants vont jouer sur l'aire de jeu, donc c'est un élément à prendre en compte. Et puis tout simplement un tiers du temps aussi à cheminer dans les allées, à aller d'un enclos à l'autre. Donc il y a tout un temps mort qu'il est intéressant de valoriser et qu'on a essayé d'utiliser dans notre projet pédagogique. Alors, une fois qu'on a pris en compte toutes ces contraintes, on se rend compte qu'on peut donc définir plusieurs objectifs. Et en fait, comme il y a plusieurs publics et plusieurs cibles, on va structurer ces objectifs en 3 temps, 3 niveaux. L'idée, c'est d'abord tout simplement de susciter un intérêt, une curiosité pour les animaux. Si on a déjà des visiteurs qui sortent en se disant « j'ai passé un bon moment, c'était très intéressant, j'avais jamais imaginé qu'une girafe pouvait être si grande », c'est déjà un premier niveau de satisfaction. C'est un petit niveau, mais c'est déjà un niveau de satisfaction. Ensuite, il va s'agir de renforcer ou de faire émerger une conscience environnementale, en faisant prendre conscience que tous les êtres vivants sont liés et que la biodiversité a de nombreuses valeurs. Donc l'idée, c'est pas de transformer tous nos visiteurs en activistes de l'environnement. C'est juste au moins qu'ils prennent conscience que l'environnement fait partie de leur quotidien et qu'ils doivent en tenir compte dans leurs gestes de la journée. Et puis, le dernier aspect qui est illustré ici, ça va être promouvoir les actions de conservation. Alors, juste pour en parler, pour mettre en valeur ce qui peut se faire, pour essayer de soutenir des projets et de récolter des fonds pour leur permettre de se développer. Et puis aussi pour inciter les visiteurs à faire de bonnes actions au quotidien. Alors, l'élaboration plus fine du programme pédagogique du parc zoologique, elle a commencé, pour vous donner une idée, en 2005-2006, avec une première phase d'entretien avec les chercheurs du muséum. On fait partie du muséum, donc autant profiter de cette ressource incroyable. Donc, 35 chercheurs du muséum ont été interrogés, des directeurs de département, des directeurs d'unités de recherche. Alors, avec même, y compris des chercheurs en préhistoire qui n'avaient aucun rapport avec le zoo, mais au moins pour savoir
qu'est-ce qu'ils entendaient, eux, par parc zoologique, quel message ils voulaient avoir, quelles étaient les grandes thématiques qu'ils voulaient aborder dans un parc zoologique. Alors leurs propositions, elles ne sont pas très très originales parce qu'on est dans un contexte environnemental qui est tel qu'on ne va pas aller parler d'un petit sujet sans importance. On reste à un niveau très très classique qui est de faire connaître le concept de biodiversité. Donc on va au-delà d'une présentation de la nature, on intègre vraiment cette vision globale de l'environnement et tous les changements qui ont pu être amenés par la notion de biodiversité justement. Donc avec aussi l'importance de la vision du lien avec l'être humain. C'est la notion de biodiversité, c'est des interactions entre les espèces, des interactions avec le milieu, mais aussi une forte part de l'être humain et son influence sur l'environnement. Et puis dans tous les cas, de tous les entretiens, il ressortait vraiment, il y a une urgence et il faut parler de cette urgence. Tout en restant très positif et sans être trop alarmiste, mais il faut parler de cette urgence. Donc les approches pédagogiques que nous avons favorisées pour aborder ces différents thèmes sont de remettre le visiteur au centre de nos préoccupations. On a mis l'animal au centre du projet, on a mis le visiteur au centre du projet. Au niveau du projet pédagogique, on a fait la même chose. On est parti des visiteurs, on ne les prend pas complètement pour des imbéciles, on part de leur questionnement, on part de leur savoir, on essaye de leur apporter des éléments de réponse, mais on leur pose aussi des questions sur lesquelles ils sont libres de répondre à leur guise. Voilà, on leur laisse une part on les laisse être acteurs, en tout cas, de leur découverte. On s'appuie sur ce qu'il a sous les yeux, donc on part à chaque fois de l'animal pour tirer vers des sujets plus généraux. C'est difficile de partir directement de la déforestation à Madagascar, autant partir de l'état des populations de lémuriens et de là arriver à des sujets plus généraux. Et puis, on s'appuie beaucoup sur le caractère familial des visites, avec plusieurs niveaux de lecture, plusieurs niveaux de compréhension, avec des supports qui s'adressent aux enfants. Pendant ce temps-là, les adultes peuvent lire un autre support qui leur est destiné. Dans les visites, voilà, pareil, plusieurs niveaux, avec des activités pour les enfants, des activités pour les adultes. Le fil rouge qui s'est dégagé pour tous les supports de la visite, il nous a été donné par le paysagiste. C'était vraiment un voyage à travers toutes ces biozones. Et donc, c'est ce qui a vraiment guidé la réalisation de tous les supports de pédagogie du parc. Donc, si on revient un petit peu plus finement sur le message, il est assez simple, je vous l'ai dit. Donc, tout d'abord, faire connaître le concept de biodiversité, il va être question de montrer la diversité des individus, des espèces, des milieux. Alexis vous l'a dit, la collection parle d'elle-même sur ce genre de sujet. Voilà, on ne présente pas que des mammifères, on ouvre à d'autres espèces. Ça va déjà être un premier niveau de sensibilisation. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. La collection va apporter déjà tout un tas d'éléments intéressants pour les visiteurs. Sur la conception des enclos, on va pouvoir observer les interactions. Donc c'est le deuxième point important du message. Vraiment mettre en valeur ces interactions. Montrer que les espèces sont liées les unes aux autres. Animales, végétales. Donc on essaye, le discours sur le végétal n'est pas encore très développé. Ça fait partie des éléments qu'on va mettre en place dans les mois à venir. Mais c'est vraiment aussi quelque chose sur lequel on va insister pour justement montrer que que le végétal est aussi important que l'animal. Montrer que l'espèce humaine, elle fait partie de cette diversité, qu'elle est partie intégrante du monde vivant, qu'elle est une espèce au même titre que les autres, même si elle n'est pas forcément comme toutes les autres, mais en tout cas, elle fait partie des autres. Donc là encore, la scénographie, elle nous aide beaucoup puisqu'on n'a plus de barrières, on se retrouve face à face avec les animaux, donc ça va déjà largement faciliter le discours. On se retrouve à partager les mêmes enclos, on entre dans la volière des oiseaux, on entre dans la serre, donc vraiment un rapport de proximité qui permet de faire passer ce message sans même à l'écrire nulle part. Ensuite, par contre, on a quelques messages un petit peu plus compliqués, donc là où on va devoir développer des supports un petit peu différents. Donc le deuxième axe que les chercheurs ont vraiment souligné dans les entretiens, c'était de montrer l'importance de la biodiversité. Donc montrer les différentes valeurs que peut avoir la biodiversité, montrer l'impact de l'homme sur les espèces, sur l'environnement, montrer que tout le monde peut être un acteur de la conservation et que chacun peut avoir une petite part de
de responsabilité, mais aussi un impact positif. Montrer quel était le rôle du muséum là-dedans et comment aussi le parc zoologique en lui-même pouvait intervenir dans cette conservation. Donc pour passer tous ces messages qui sont un petit peu plus compliqués, là on va s'appuyer sur tout un ensemble de supports qu'on a mis en place au cours des dernières années et qu'on teste en réel depuis quelques mois maintenant. Donc les premiers supports qui vont nous permettre de transformer la visite en expérience sensible, ça va vraiment être des rencontres avec les animateurs, avec les médiateurs, avec les soigneurs. C'est vraiment un moment privilégié où on donne des anecdotes sur les animaux, sur les individus, et de là, on arrive sur des sujets beaucoup plus généraux. Alors, proximité ne veut pas dire forcément intimité. Vous voyez sur le gradin des otaries, on a une capacité de 250 personnes. Et bien, c'est quasiment plein à chaque représentation entre guillemets des otaries et des soigneurs. Donc, ce ne sont pas des spectacles, ce sont vraiment des séances de training, d'entraînement médical. Donc, on montre les progrès petit à petit des otaries. Donc, pour l'instant, c'est pas forcément très spectaculaire, mais pour les soigneurs, c'est déjà à chaque fois des petits pas qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'entraînement. Donc, il s'agit aussi de raconter des histoires, d'entraîner dans le voyage. Donc ça va par exemple être le cas lors des visites guidées. On va pouvoir vraiment entraîner les visiteurs sur des thématiques plus fines. Effectivement, des visites sensorielles dont vous parlez la directrice, qui vont être plus une approche par les sens de la nature. Donc, écouter, sentir, toucher. On ne peut pas faire goûter, mais on arrivera bien à le mettre un jour en place. Et puis, essayer d'attirer l'attention sur les individus avec des petites informations sur la vie au quotidien. On va aussi accompagner et enrichir la visite avec des panneaux plus d'informations. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est de partir des questions des visiteurs, de partir des informations dont on se demande souvent, combien de temps ça vit, où est-ce que ça mange, combien de petits ça peut avoir. Il s'agit aussi d'orienter le regard, parce que les enclos sont grands, les animaux peuvent se cacher. Donc, c'est de donner quelques pistes qui vont permettre aux gens de se dire, ah, d'accord, les vipères peuvent être cachés dans la végétation, donc je vais chercher plutôt là. Ça permet un petit peu d'éviter le découragement aussi, des fois, parce que la nature, elle n'est pas à notre disposition. Il faut la chercher. Donc, on accompagne cette recherche. Et puis, à ce niveau-là, donc ce sont les informations qu'on a systématiquement à côté des espèces. Et donc, on voit les différents niveaux avec des informations vraiment destinées plus aux enfants et puis une information plus adulte, tout public, puisqu'on vise vraiment l'ensemble de nos visiteurs. Et puis, pour accompagner la visite, il y a effectivement un audio-guide qui est en cours de développement et qui va permettre d'apporter encore des compléments d'information. Et puis, on ne va pas s'arrêter à ce niveau-là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, d'interroger les visiteurs, de les inciter à réfléchir. Donc, pour cela, on a ce qu'on appelle les cartels paysages. Et on a un cartel paysage par milieu évoqué au zoo. Donc, l'idée, c'est de partir de l'animal, toujours, puisque c'est ça que les gens viennent voir, avec une activité un petit peu plus ludique pour les enfants, d'entraîner la réflexion sur des interactions animal-milieu, en incluant l'homme également dans ces interactions sur la partie centrale. Donc, ça permet déjà d'aller un petit peu plus loin. Et puis, on termine avec une partie qui va ouvrir des questions. L'idée, c'est vraiment pas tant d'apporter des réponses, mais de poser des questions. Et puis, de soulever des réflexions, de poser des questions, de faire intervenir d'autres personnes avec des citations qui vont inciter à la réflexion. On retrouve également cette même approche dans les ateliers, dans les visites guidées. Quand Sophie Ferreira vous dit que les écoles viennent très nombreuses, effectivement, il y a une énorme demande pour les ateliers, les visites guidées et même pour visiter le zoo. C'est vraiment un support qui est très, très apprécié des élèves et des enseignants. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. Et puis, le dernier type de support qu'on peut trouver dans le parc, ce sont des kiosques d'exploration. Donc, on va trouver en fin de chaque biozone et qui, eux, vont nous permettre de promouvoir les actions de conservation et qui vont être le lien vraiment visible avec le Muséum national d'histoire naturelle. Ce sont des endroits qu'on a beaucoup travaillé avec les chercheurs pour voir quels projets qui étaient menés au muséum on pouvait valoriser dans ces espaces. Et donc, ça se traduit par des supports panneaux, des supports vidéo, et puis aussi l'intervention du multimédia au parc zoologique avec des tables tactiles qui commencent à être bien fonctionnelles.
Voilà, juste pour terminer, donc pour vous montrer un petit peu la chronologie de ces événements, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, écrire 3 panneaux, ça va assez vite. Ben non. Donc je vous disais, l'écriture du programme pédagogique, il a commencé quasiment en 2006-2007 avec les premières rencontres avec les chercheurs. Bien avant, il y avait déjà eu le programme fonctionnel qui donnait un certain nombre d'orientations pour le projet pédagogique. Donc ça remonte déjà à pas mal d'années. Ensuite, il y a eu tout un travail. Alors, Alexis a parlé de l'échange avec le paysagiste sur la toxicité. Il y a eu aussi des échanges avec les panneaux et l'insertion du projet pédagogique, parce qu'effectivement, un panneau, c'est pas très beau. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit beau? Eh ben, on le cache au maximum. Par contre, on fait ressortir l'information. On fait ressortir l'information grâce à des dessins de nos illustratrices. Donc, 3 illustratrices du muséum qui ont fait un très, très beau travail. Et puis, ça a été au fil de discussion nous sommes arrivés à vraiment un compromis qui est assez satisfaisant. Et puis ensuite, au cours de l'année dernière, ça a été la mise en place de tous les ateliers, les visites guidées, l'offre de visite, et puis la finalisation des contenus. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Conférence. Est-ce que vous avez une politique de fidélisation, pour que le public revienne, afin que l'explication soit plus profonde? Non, merci. Alors, oui, effectivement, dans l'offre tarifaire, en tout cas, on a créé des cartes d'abonnement qui sont effectivement économiquement extrêmement avantageuses, puisque à partir de la 3e visite, en fait, la carte est rentabilisée, entre guillemets. On a déjà 7000 abonnés depuis le 12 avril, donc ce qui est un très bon signe, et des abonnés qui sont déjà revenus, certains plus de 3 voire 5 fois. Donc il y a un taux de revisite qui est extrêmement important, et du coup on a effectivement une politique de ce qu'on appelle maintenant la gestion de la relation client, donc de fidélisation effectivement, qu'on n'a pas encore mise en place puisque l'abonnement vient d'être créé, et donc il va y avoir tout ce qui est classique dans ce type-là, donc une newsletter régulière qui va être envoyée à ses abonnés, des offres de visites particulières, des avant-premières, voilà, des choses comme ça. Et puis, à côté de ça, on va travailler, là c'est vrai qu'on a été assez débordé par le projet lui-même, mais on travaille avec Elisabeth notamment, et puis avec également le pôle marketing et commercial du zoo, sur toute une politique événementielle, aussi au sein du zoo. Donc là, on l'a démarré cette année avec des petites actions comme la fête de la nature, par exemple, ou ce qu'on va faire là le 21 juin, le Giraffe Day. On va créer comme ça des événements pour justement générer un nouvel intérêt sur le parc et faire en sorte que les gens viennent, mais aussi reviennent, et ils trouvent de manière régulière des choses à faire, à apprendre et à découvrir. Voilà. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers avec certaines espèces qui ont du mal à s'adapter à l'environnement ou qui sont très fragiles? Et une deuxième question, est-ce que vous envisagez le renouvellement des espèces, donc d'en apporter d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui? Alors, à la première question, on n'a pas de problème pour l'instant qu'on n'aurait pas pu anticiper, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont à leur rythme. Il y a des espèces qui sont pas encore prêtes pour aller dans certains endroits de leur enclos, ou pas encore prêtes pour reproduire. Donc, mais on n'a pas de problème de non-adéquation de l'environnement, de l'enclos avec l'animal, parce que ça, on l'a anticipé le plus possible. Donc on n'a pas construit ou on n'a pas fabriqué des choses qui n'iraient pas avec l'espèce qu'on a choisie ou l'individu. Parce qu'après, des fois, c'est des histoires d'individus aussi. On peut trouver un individu qui, lui, se plaît pas du tout à cet endroit-là. Mais à ce moment-là, on essaie de changer. Soit on lui met un congénère avec lequel il s'entend mieux, soit on le change de loge. On a souvent plusieurs choix. On a des enclos, certaines espèces ont des enclos d'isolement. Donc on a pas mal de possibilités. Pour votre deuxième question, en fait, la plupart des enclos et des loges ont été faites pour être pas trop spécifiques. Donc on a un petit delta, on a une petite respiration possible pour pouvoir changer d'espèce effectivement dans le futur, sans avoir besoin de raser complètement le bâtiment et de repartir à zéro. Donc
Par exemple, les loges des oiseaux qui sont à l'intérieur du bâtiment girafe sont très très spacieuses. Si on les ramène à la taille d'un oiseau de moyenne taille comme une grue couronnée, c'est très grand. Mais parce que derrière, si jamais on se dit qu'on y mettrait bien une antilope dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera possible. Parce qu'en fait, toutes ces loges peuvent se réunir en une seule grande loge et qu'on a tout à fait la surface et le volume disponible pour y mettre une antilope de moyenne taille. Voilà, donc il y a eu des réflexions comme ça, des petits trucs qu'on a mis des fois un peu au dernier moment, qu'on a essayé de tenir bon à travers le projet, pour pouvoir se permettre des renouvellements plus tard, tout à fait. Je vous signale que je suis le premier visiteur qui suis rentré le 12 avril dans le parc. Félicitations. J'ai fait la queue depuis 6h30. Oui, depuis 7h30 du matin, non, je pense. Ouais. Bon, à part cette chose, je voulais vous demander quelle est la destination future du Grand Rocher. Alors j'ai noté avec satisfaction qu'on pouvait rentrer sous le rocher maintenant, ce qui n'était pas le cas, il y avait des installations techniques. Et c'était fort bien utilisé d'ailleurs. Et pour le rocher, je veux dire, est-ce qu'il y a un avenir, soit pour les visiteurs, y rentrer ou monter certains jours, et pour l'extérieur, est-ce qu'il y aura de nouveau des animaux adaptés à ce genre de terrain, comme il y avait avant? Voilà. Alors le Grand Rocher, c'est compliqué, c'est une histoire compliquée. D'abord, c'est un ouvrage extrêmement complexe, à plusieurs niveaux, à plusieurs entre-niveaux. C'est un ouvrage qui a des problèmes de structure, donc qui nécessite, avant d'y faire quelque chose, des travaux extrêmement lourds. Donc qui dit lourd dit extrêmement coûteux. Donc déjà de sécurisation, donc ça c'est en cours, et puis ensuite de reprise de structure si on veut pouvoir y faire quelque chose, parce que par exemple, pour le moment, il y a des grandes plateformes, mais le poids qu'elles supportent est extrêmement faible. Donc on peut quasiment y mettre pas plus de 20 personnes, par exemple. Donc ça, c'est très problématique. Donc il faut reprendre tout ça si on veut y faire des choses. Et puis surtout, donc il y a le côté belvédère également qui est extrêmement complexe à remettre en œuvre, puisque maintenant les normes ont extrêmement changé. Notamment d'accessibilité et puis de normes de sécurité pour les ascenseurs qui nécessitent là aussi des travaux extrêmement lourds de remise en service. L'ouvrage lui-même est un ouvrage qui est extrêmement sensible aux conditions météorologiques, voilà, donc qui nécessite donc, du coup de prendre certaines mesures conservatoires et aussi importantes. Et puis surtout, je crois qu'avant d'avoir un projet pour le Grand Rocher, il faut vraiment regarder un petit peu le parc vivre en matière d'exploitation actuelle et se poser la question ensuite de ce dont il a besoin en plus de ce qui existe déjà pour savoir si on fait du Grand Rocher un espace de service complémentaire à ce qui existe déjà. On voit par exemple déjà au bout de quasiment 2 mois d'exploitation que finalement nos restaurants sont trop petits pour accueillir les visiteurs et la demande. Donc pourquoi pas refaire un restaurant dans cet espace-là. On voit également que le zoo, tel qu'il a été conçu, manque d'espace de salles de réunion ou de salles qu'on pourrait louer, par exemple, alors qu'on a effectivement beaucoup de demandes aussi en ce sens. On s'aperçoit également que finalement, alors qu'on a conçu pas mal d'espaces de stockage, évidemment, c'est trop petit. Donc il nous faut aussi des espaces de stockage et des espaces de stockage adaptés. Et puis on se dit effectivement que cette demande de belvédère est quand même très forte de la part des visiteurs, et donc il y a aussi potentiellement des espaces de visite à recréer, que ce soit belvédère, mais aussi pourquoi pas des espaces d'exposition temporaire qu'on pourrait faire dans le Grand Rocher. Donc il y a beaucoup de projets, mais qui vont être effectivement extrêmement lourds à mettre en œuvre, et il faut pas se tromper. Et en plus, il faut ajouter à côté de ça le fait qu'il y a encore une réserve de 20 000 m2 qui est la future 6e biozone à côté. Donc, est-ce qu'il faut d'abord commencer par le Grand Rocher? Est-ce qu'il faut d'abord commencer par cette future 6e biozone? Enfin, tout ça doit être mis à plat et nécessite, je pense, un recul que nous n'avons pas encore pour le moment. Sur la partie animalière, je vais laisser Alexis répondre, mais je crois que la réponse est négative. Alors, il reste les loutres au pied du Grand Rocher, il reste les vautours, et maintenant on a mis des animaux effectivement dedans, vous avez pu voir. Pour la partie caprin, je parle sous en plus la haute autorité caprine ici, Jean-Luc Berthier.
Par le passé, d'abord, le Grand Rocher n'était pas uniquement bien fait pour les caprins, il faut le dire. La partie Marcoor, qui est la partie qui est tournée vers l'ancienne Fauvrie, donc maintenant vers le Sahel, il n'y a jamais d'ombre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pouvait déplorer à l'époque, mais sur lequel, pour créer de l'ombre, il faut quelque chose de très important. C'est-à-dire il faut un grand arbre, ou il faut mettre une grosse structure. Et c'est vrai que du mois de mai au mois de septembre, laisser ces animaux en plein cagnard, c'est pas non plus très souhaitable. Ensuite, l'expérience prouve que les animaux tombaient de temps en temps, même s'ils se faisaient rarement mal. On en retrouvait chez les loutres, on en retrouvait dans le parc. Donc bon, ça nous occupe, mais malheureusement, c'est quand même pas... Ils avaient la capacité, parce que c'est des excellents grimpeurs, et notamment côté Marcoor, ça leur faisait pas peur de descendre 3 mètres ou 4 mètres sans aucun problème. Et ensuite, c'est vrai que ça a été fait dans un temps où toutes ces considérations-là, et celle du bien-être animal, étaient peut-être un peu moins importantes. Malgré tout, ça reste possible, mais il faudrait à la fois intervenir sur la structure, l'enveloppe du rocher, pour modifier la granulométrie, parce qu'on a besoin que c'est ces animaux qui ont besoin d'user leurs sabots, et c'est un impact assez important sur eux. Refaire un peu la topographie et modifier les accès aux loges des animaux, qui n'étaient pas dans le bon sens zootechniquement parlant, puisqu'en fait il fallait qu'ils redescendent pour aller rentrer, ce qui n'est pas logique. Donc il y a beaucoup de choses à corriger, et qui sont du même ordre d'idée que ce qui doit se faire à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est coûteux si on veut intervenir dessus. C'est effectivement très joli de voir des mouflons sur le rocher, mais logistiquement, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Voilà. Et j'ajoute que, en tout cas, si on veut réexploiter le Grand Rocher d'un point de vue animalier, il y a une question également conditions de travail des personnels, qui était quand même extrêmement dangereuse aussi en termes d'accès et de travail. Et donc ça nécessiterait aussi un certain nombre d'aménagements compliqués à mettre en œuvre, en tout cas aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous donner l'ordre de grandeur du budget annuel, et dans ce budget, comment se répartissent les principaux postes? Alors, le budget annuel en dépenses est d'environ 20 millions d'euros, ce qui est extrêmement élevé. Dans ces 20 millions d'euros, il faut enlever à peu près 12,7 millions en moyenne de redevances. Donc il y a 12 millions d'euros, un peu plus, presque 13 millions d'euros de redevances annuelles à verser aux partenaires Chrysalis. Donc reste environ 7 millions d'euros pour le parc. Ces 7 millions, les postes principaux sont les fluides. Alors on n'a pas encore beaucoup de recul, mais on évalue à peu près à 1 million d'euros les fluides dans leur ensemble, gaz, électricité, eau, puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages d'eau. Un autre gros poste va être l'alimentation animale, pour un petit peu moins d'1 million, on l'évalue entre 750 800 000 euros à peu près, mais là aussi avec un gros point d'interrogation, puisque pour l'instant on est dans une phase de montée en puissance où on ne sera pas en 2014 à plein en termes de nombre d'individus d'une même espèce, donc voilà, c'est une évaluation de ce poste-là. Ensuite on a aussi 2 autres postes qui sont à peu près entre 800 et 1 million d'euros, qui sont des postes de prestataires de services, notamment caissier et billetterie, puisque c'est une prestation externalisée, et puis la surveillance, qui sont des postes qui emploient beaucoup de monde, une 50aine de personnes chacun, et donc qui sont coûteux. Voilà pour les gros postes. Après, dans ce budget annuel, on a évidemment du budget de réinvestissement, de réhabilitation, on a du budget de transport, on a pas mal de postes. Alors il faut mettre en parallèle les recettes et le chiffre d'affaires qui est estimé entre 28 et 30 millions d'euros par an, qui est composé majoritairement des recettes liées à la fréquentation et à la billetterie. Juste pour information, là, au bout de pas tout à fait 2 mois d'activité, on a engrangé déjà 8 700 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, toute billetterie et tout canaux de vente confondus. À côté de ça, il faut ajouter des recettes, ce qu'on appelle les recettes annexes, qui sont essentiellement des redevances liées aux concessions, aux délégations de services publics. Donc, le prestataire à qui on a confié la gestion de la librairie-boutique nous verse une redevance qui est composée d'un fixe et d'une part variable sur son chiffre d'affaires.
Les restaurants, c'est le même type de fonctionnement. Et puis, effectivement, la médiation également, on a une part variable sur le chiffre d'affaires réalisé par ce prestataire. Et puis après, on a quelques recettes annexes qui peuvent être liées au parrainage des animaux ou bien, par exemple, à du mécénat qu'on peut avoir soit en nature, en matériel, ou bien du mécénat financier, et un petit peu de recettes de location d'espace, mais sachant qu'effectivement les espaces alloués sont quand même peu nombreux, mais on peut imaginer faire du séminaire d'entreprise, par exemple, des choses comme ça. Vous considérez que le contact avec le public, le dialogue avec le public, avec les enseignants, avec les associations, avec les moniteurs, c'est une façon de passer un message. Est-ce qu'il vous arrive aussi que le public vous propose des idées? Que les visiteurs nous proposent des idées? Oui. Ou aussi le public à travers les associations. Est-ce que ce dialogue est enrichissant aussi pour les chercheurs que vous êtes? De toute façon, oui, c'est toujours enrichissant de discuter avec des associations. On n'a pas encore eu beaucoup de temps de se pencher justement sur toute cette programmation, sur tout ce travail de partenariat qu'on pourrait faire avec tout un tas de structures très très intéressantes. Ça va venir dans les mois à venir, mais effectivement, ça peut toujours être profitable pour tout le monde. Oui. Et puis on peut avoir des exemples concrets, notamment là on a effectivement avec la réouverture du site en tout cas a généré beaucoup de propositions, on va dire spontanées, que ce soit d'événementiels, de spectacles, des propositions d'artistes aussi, puisque le Zoo de Vincennes a une grande tradition d'accueil des artistes, et donc on a beaucoup de propositions aussi en ce sens. On a quelques propositions d'enseignants sur des thématiques, et donc tout ça effectivement vient alimenter la boîte à idées interne et fera en sorte qu'on va développer des choses dans le temps, sachant qu'effectivement après il faut échelonner tout ça, voir où sont nos priorités, ne pas s'éparpiller non plus, pour pas perdre non plus en lisibilité, en tout cas dans l'offre, et que effectivement pour l'instant on va asseoir notre socle de base qui est avant tout la politique scolaire au sens premier du terme, puisque là on a développé des actions jusqu'au collège. Donc la prochaine étape, c'est de développer les lycées, l'enseignement supérieur. Ensuite, d'adapter aussi les contenus pour toute l'offre maintenant périscolaire, puisqu'avec la réforme des rythmes scolaires, il va falloir qu'on ait des propositions aussi à côté de l'école. Donc voilà, tout ça est en cours, et je dirais une fois que ce socle-là est assis, on peut développer des choses peut-être plus anecdotiques ou plus ponctuelles. Je voulais savoir combien vous avez de salles, vous avez prévu de salles pour l'animation pédagogique, pour les ateliers pédagogiques. C'est pour Elisabeth Cartier. Alors, il y a 4 salles pédagogiques qui sont aménagées, donc avec tout ce qu'il faut pour être vraiment modulable pour accueillir toutes sortes d'activités. On a même investi dans des tableaux blancs interactifs qui sont très très appréciés des élèves quand ils rentrent dans les salles. Oh, des tableaux blancs interactifs, c'est super. Donc on peut aussi les accueillir. Il y a une salle de conférence qui peut accueillir 80 personnes, qui va permettre aussi de développer des activités pour plus le grand public ou pour des lycées, de l'enseignement supérieur justement. Et puis après voilà, il y a tout le parc avec tout le panel de visites guidées. Vous faites beaucoup d'ateliers pour les enfants, à la ménagerie, je le sais, je pense qu'aussi au parc zoologique, vous le faites aussi sur comment soigner les animaux, tout ça. Est-ce que vous comptez créer des ateliers aussi pour adultes ? Alors oui, ça fait partie effectivement de l'enrichissement de l'offre sur laquelle on doit travailler. Donc effectivement, on va densifier l'offre scolaire d'un côté. On va densifier l'offre pour le public individuel, mais sachez qu'il existe déjà une offre en fait de visite guidée, soit générale, soit de visite guidée thématique pour les individuels, donc que ce soit pour les adultes, on va dire seuls, ou une offre en famille avec des activités à pratiquer en famille. Donc elle n'est pas très développée pour le moment, mais c'est aussi une offre sur laquelle on va travailler à l'avenir. Je profite de l'image qui est projetée pour faire une petite remarque par rapport à la visite que j'ai pu faire avec des enfants. C'est-à-dire que ça sent le neuf. C'est-à-dire que le circuit des visiteurs, effectivement, est bien blanc. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi, puisqu'on a fait des couleurs pour les biozones, pourquoi le parcours par terre n'est pas coloré déjà. Parce que je suppose que de toute façon, en vieillissant, ça restera pas blanc comme ça. Mais en fait, c'est bien béton, quoi.
Voilà. Non, sur le béton blanc, je crois que il y a eu une vraie volonté, en tout cas dans les choix à la fois de matériaux et de couleurs, ou plutôt de non-couleurs, de rester sur des partis pris extrêmement sobres, que ce soit effectivement le béton blanc ou bien le noir pour le bâti, ou bien le bois, etc., pour justement mettre en valeur tout le reste, c'est-à-dire la végétation, le travail fait sur les choix des substrats et des couleurs de substrats et de sol pour les enclos, et puis évidemment la mise en valeur des animaux. Donc je crois que c'est assez volontaire. Alors c'est vrai que pour le moment c'est très blanc, d'abord parce que le béton effectivement travaille encore, ça va s'atténuer avec le passage, tout simplement. Mais c'est enfin, je sais pas si Michael veut rajouter des choses, mais Michael Munier qui est le paysagiste, mais c'est un vrai choix, cette non-couleur, justement. Quand on est dans un zoo qui doit accueillir des adultes, des enfants, des poussettes, des personnes en fauteuil roulant, il faut quelque chose qui fonctionne quel que soit le temps et qui soit confortable aussi pour tout le monde. Donc ça exclut le gravier. Après, vous imaginez bien que pour des questions de coût sur 4 km de long, ça exclut assez vite la pierre. Donc très vite, il vous reste en gros du béton ou de l'asphalte et de l'enrobé. Alors effectivement, l'asphalte et l'enrobé, ça renvoie toujours à des choses assez routières, qui n'était quand même un peu pas l'idée. L'idée, c'est quand même un voyage dans la biozone. Donc on en est venu au béton. Et c'est vrai que le béton, il est très blanc aujourd'hui. Il va se salir. Ça, j'ai absolument aucune inquiétude. Dans quelques années, la question sera plutôt inverse. Comment retrouver un béton un peu plus clair ? C'est vrai que c'est aussi la problématique qu'on a toujours au début, c'est qu'on a des choses parfois qui sont un peu trop propres et il faut attendre que ça se patine un petit peu. Voilà.